On va résumer le premier chapitre de la partie 3 du livre Germinal de Émile Zola. Ce chapitre se déroule plusieurs mois après la partie précédente. Donc plusieurs mois se sont écoulés depuis que Étienne s'est fait embaucher pour travailler dans la mine. Et Étienne Lantier, on regarde toujours le coron et la vie des mineurs à travers ses yeux à lui. Et il voit autour de lui une société qui est extrêmement libre pour tout ce qui est des mœurs, et des jeunes filles et des jeunes hommes qui sans arrêt ont des ébats un peu partout. Mais ce qui préoccupe le plus Étienne, ce n'est pas tout ça, parce que finalement, cette liberté des mœurs, ça le dérange pas plus que ça. Ce qui le préoccupe, c'est de voir Catherine, qui se lie de plus en plus avec Chaval. Et chaque fois qu'il les croise, qu'ils reviennent de leurs ébats, eh ben, ça le peine énormément, ça le met en colère terrible. Étienne Lantier, professionnellement, il est de plus en plus apprécié par ses collègues mineurs parce que c'est quelqu'un qui est très sérieux dans le travail. Il ne souffre plus comme au début d'avoir toujours des habits mouillés sur la peau, du froid glacé qu'il y a dans la mine. À part 2 jours où il va être pris d'une fièvre et où il ne pourra pas se lever du lit, il a complètement pris le rythme des mineurs et il travaille très bien. Il travaille tellement bien que du coup il se fait respecter par les autres qui le trouvent courageux. Entre autres, le père Maheu, qui apprécie les personnes courageuses et qui font bien leur travail, aime beaucoup Étienne. Finalement, tout le monde l'apprécie, sauf Chaval. Ça ne se voit pas parce qu'ils ont l'air d'être des bons camarades tous les deux, mais en réalité, quand ils en ont l'occasion, ils se bouffent du regard. C'est-à-dire qu'ils se détestent intérieurement tout en ayant l'air d'être des camarades. Et d'où vient cette colère? Ça vient du désir qu'a Étienne pour Catherine. Et du coup, Étienne et Catherine, qui travaillent dans la mine, sont tous les deux à pousser des berlines, c'est-à-dire des espèces de charrettes, et ils sont ensemble toute la journée. Et Étienne fait exprès d'embêter un peu Catherine en lui tenant des propos crus, des propos grossiers au sujet de sa relation avec Chaval. Et Catherine répond sur le même ton en racontant ce qu'elle fait avec son amant et en jouant la provocation. Ça les amuse plus ou moins, mais il y a des longs moments de silence quand leurs yeux se croisent parce qu'elle est gênée de soutenir le regard d'Étienne. Finalement, même dans ce contexte où tout le monde a des rapports plus ou moins avec n'importe qui, donc déjà Catherine, elle reste avec son galant, c'est-à-dire son amoureux, qui est Chaval, son compagnon officiel. C'est même accepté par la famille, il vient la chercher le soir, il l'emmène dans les bois, il la ramène devant sa porte. Toute la famille a accepté la relation de Catherine avec Chaval. Mais ça n'empêche pas qu'avec Étienne, ils ont tous les deux une relation avec un vrai sentiment amoureux, bien que ce ne soit pas consommé, ce qui est un petit peu paradoxal dans ce contexte où tout le monde a des rapports dans tous les sens. Au-delà de ça, on va découvrir la révolution qui se met en place à travers deux personnages très importants. Étienne loge chez Rasseneur. Rasseneur, c'était un ancien mineur qui s'est fâché avec les patrons de la mine, qui s'est révolté et du coup il a été licencié. Et tout le monde pensait qu'il allait mourir de faim à cause de son licenciement, de son chômage. C'est une époque où on n'avait pas d'indemnité, quand on ne travaillait pas, on ne mangeait pas. Et lui, il a créé son fameux bar, restaurant, hôtel qui reçoit les mineurs. Et du coup, c'est un grand révolutionnaire, c'est lui qui est un petit peu le QG de la révolution. Étienne loge chez lui, c'est là-bas où il loue une chambre et Madame Rasseneur lui prépare ses repas et son sandwich pour emmener à la mine. Donc Rasseneur est un personnage important. Là-bas, il y a une autre personne qui est logée, qui s'appelle Souvarine. Et Souvarine, c'est un personnage très très important, qui va faire quelque chose d'absolument dramatique à la fin du livre. Il faut bien le retenir, ce personnage de Souvarine. C'est un réfugié politique. Il vient de Russie. Il est né dans une famille noble et il s'est pris de passion pour le socialisme. Donc on se rappelle que la Russie, c'est un pays qui était gouverné par un tsar, un empereur, et qui est devenu communiste dans une époque ultérieure au livre avec Lénine, Trotsky et compagnie. Donc lui, il était un peu révolutionnaire, il a voulu faire un attentat contre l'empereur, l'attentat a raté. Donc il s'est réfugié pour échapper aux répercussions de son acte et il est parti vivre en France. Il a été embauché à la mine car personne d'autre ne voulait de lui. Et il avait choisi d'apprendre à travailler avec les pauvres, avec les prolétaires, avec les ouvriers. Mais on voyait bien sur lui qu'il a des traits très fins, il a des jolies mains, c'est quelqu'un qui lit beaucoup. Il est très sérieux dans le travail, il est toujours à l'heure, il travaille très bien.
Mais c'est un grand révolutionnaire. C'est quelqu'un qui dit sans arrêt, il faut tout faire exploser, il ne faut pas demander plus d'argent, il faut brûler le monde entier. Et quand on aura détruit toutes ces injustices, il en viendra peut-être un monde meilleur. Donc Souvarine, il est extrêmement radical dans ses idées. Il est ami avec une seule personne, c'est le lapin, qui aura aussi une fin tragique, mais bon, pour l'instant, on ne le sait pas encore. Une grosse lapine qui s'appelle Pologne, qui est toujours pleine, donc qui attend toujours des lapreaux, qui se balade librement dans l'auberge de chez Rasseneur et qui vient toujours câliner Souvarine. Et Souvarine est très tendre avec elle, il la caresse, il la pose délicatement sur le sol quand il se lève. Souvarine n'a aucune attache quand on lui dit pour plaisanter qu'on l'a vu avec une herscheuse ou quoi, il dit, ça le fait sourire, il ne nie même pas, mais il voit les femmes comme des hommes, comme des camarades. Quand elles sont courageuses et honnêtes, il les apprécie pour ça, mais il ne veut pas s'attacher à qui que ce soit, il ne veut pas de lien amoureux, ni aucun ami, parce qu'il dit que ce serait des lâchetés. Ce qu'il veut faire, c'est être complètement libre et n'être attaché à personne pour pouvoir sacrifier sa vie, et on verra comment il va terminer. Un autre personnage qui est cité, qu'on va quand même noter, parce qu'il est moins important, mais il a quand même un lien avec la révolution qui va arriver, c'est Pluchart. Pluchart, c'est un homme qui est devenu un syndicaliste professionnel. Il parcourt le pays pour essayer de préparer la révolution, ou en tout cas pour préparer la résistance des ouvriers. Il a créé une caisse à laquelle il demande à tout le monde de cotiser pour rejoindre l'Internationale. L'Internationale, c'est la ligue de tous les pays avec des idées communistes. Enfin, il ne lie pas les pays qui ont des idées communistes, mais c'est la ligue dans tous les pays des personnes qui ont des idées communistes. Et Étienne devient un peu le correspondant de Pluchart. Pluchart l'encourage à mettre en place un quartier général du Parti communiste dans la mine de Montsou. Le dernier événement du chapitre, c'est l'achat d'un marchandage. Alors, qu'est-ce que c'est un marchandage? Un marchandage, apparemment, c'est acheter une partie de la mine dans laquelle les mineurs vont extraire du charbon et vont le revendre après à la mine au prix des berlines. La berline, on se rappelle que c'est la charrette. Et Maheu va demander à Étienne de rejoindre son groupe pour acheter un nouveau marchandage. Et ça va se passer dans une espèce d'enchère en fait. Et comme les prix sont extrêmement bas, donc Maheu va acheter un genre de concession, mais à un prix tellement bas qu'il va en ressortir très triste. Vraiment, ils ont le sentiment de se faire avoir parce que le prix est tellement bas que c'est presque travailler pour rien. Donc il constitue son équipe avec ses haveurs, ses herscheurs, etc., c'est-à-dire ceux qui cassent le charbon, ceux qui le mettent dans la berline, ceux qui la traînent, etc. Et le prix de vente de la berline va à peine suffire pour nourrir tous ceux qui travaillent là-bas dedans. Le chapitre se termine comme ça. Et on voit que cette partie s'ouvre sur un début de vent de révolte. Et on va aller résumer les chapitres suivants.